Le rugby ne se joue pas en deux, mais en 3 mi-temps. La troisième mi-temps est une institution, le traditionnel repas d'après-match, la réunification des équipes après l'affrontement est la marque de fabrique du rugby. Y déroger est un sacrilège, y participer est un privilège que s'octroient les acteurs du match. Parmi les acteurs, il y a un invité qui est maître, l'alcool. L'alcool est bien présent. L'alcool régit cette fête d'après-match et dicte le tempo de la soirée. Il arbitre les conflits, règle les décisions litigieuses de l'arbitre, permet d'évacuer la frustration et la tension du match et de réunifier les joueurs qui se sont affrontés virilement. En quantité plus ou moins importante, en consommation plus ou moins excessive, amenant des dérives plus ou moins graves. Les troisièmes mi-temps ne semblent pas être régis par les mêmes règles que le reste de la société. Les comportements déviants y sont acceptés, c'est normal, c'est une troisième mi-temps de rugbyman. Et la consommation excessive d'alcool encouragée, c'est normal. La bière, ce n'est pas de l'alcool. Le rugby, c'est le seul sport dans lequel certaines compétitions portent le nom de marque d'alcool. La Coupe d'Europe s'appelait jusqu'à peu la Heineken Cup. Le tournoi des 6 nations s'appelle officiellement Guinness 6 Nations Men Cup. Imaginez-vous la même chose au foot. Ce soir, nous allons assister au choc entre le PSG et Barcelone en demi-finale de Pastis Cup. Le Whisky Famous apparaît sur les maillots écossais pour la Coupe du Monde 2007. Associer le rugby et l'alcool, c'est normal. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à cette culture de la troisième mi-temps, comment on la cultive dès le plus jeune âge, les déviances qu'on y retrouve. Alors installe-toi bien confortablement sur ton canapé, fais péter une petite mousse pour m'écouter et on y va. Ah, j'ai oublié, si t'es pas abonné, c'est le moment de le faire si t'aimes bien le rugby pour me soutenir. Et tout simplement parce que je te le demande dès que c'est gratuit. La troisième mi-temps est une institution dans le monde du rugby et tout le monde le sait. Pourtant, l'article 49.1 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme stipule que la vente d'alcool dans les stades, les gymnases et plus généralement dans tous les établissements d'activité physique et sportive est interdite. Ça relève du bon sens, mais ça c'est le principe puisque la loi prévoit 2 dérogations. La première, les invités en loge et salon VIP peuvent picoler. Tu as de l'argent, tu as le droit de boire. La seconde, les maires peuvent autoriser la vente d'alcool dans les stades jusqu'à 10 fois par an. Par exemple, aux Jeux Olympiques, si tu n'es pas en loge, tu ne peux pas boire. Mais pendant la Coupe du Monde de rugby, tu peux te la coller. Dans l'opinion publique, le sport est associé à une hygiène de vie saine. Mais les faits le démontrent. Les rugbyman se démontent quand le match est terminé en troisième mi-temps. C'est de notoriété publique. On peut parfois assister à des faits et gestes déplacés qui n'auraient leur place dans aucune société, qui seraient réprimés par la loi pour trouble à l'ordre public. Ce genre de choses qui peut choquer n'importe qui. Tu rentres le dimanche soir de week-end et sur l'autoroute, à une station-service, tu tombes sur 40 mecs en train de chanter Moumou la reine des mouettes. C'est un super délire et c'est bon enfant. Mais imagine maintenant qu'il y en a un qui ait des envies de nudisme et qui se met tout nu au milieu de la boutique de l'aire d'autoroute à agiter son tromblon en chantant Moumou la reine des mouettes. Et toi, tu es installé tranquillement en train de dîner avec ta femme et tes filles de 4 et 7 ans qui assistent à ça. Et puis les mecs commencent tous à se déshabiller pour organiser un ventre qui glisse au milieu de l'allée et le pauvre mec de la sécurité ne peut rien faire. Quand on est rugbyman, on ne comprend pas qu'on ne puisse pas comprendre. Et puis si t'as pas joué au rugby, en réalité, tu ne peux pas comprendre ces troisième mi-temps. L'explication bien ficelée que tout le monde accepte pour justifier ses cuites et ses comportements qui peuvent déraper. Il est malheureusement déjà arrivé de voir des rugbyman imbibés, impliqués dans des bagarres avec des plaintes, des histoires sombres de troisième mi-temps. Une psychologue du sport et de la santé explique que la surconsommation d'alcool en troisième mi-temps émane très souvent d'une fausse croyance. Mon voisin boit plus que moi. Les études montrent que dans les sports collectifs, la consommation d'alcool est beaucoup plus élevée que dans les sports individuels. Mais la consommation d'alcool est inscrite dans la tradition festive de ce sport. Franchement, aller voir un match de rugby sans boire une petite bière ou deux, moi ça m'intéresse pas. Ça serait pas pareil. Si t'avais pas la petite bière après le match, honnêtement ça serait plus la même chose. Il faut savoir que boire un coup, c'est une pratique ancienne de sociabilisation. D'ailleurs, il existe une légende urbaine qui dit qu'avant on trinquait pour échanger les fluides et s'assurer que le contenu de son verre n'était pas empoisonné. Mais au rugby, ça va plus loin que boire un coup. Des études faites sur des joueurs amateurs néo-zélandais et australiens montrent une consommation excessive d'alcool. Plus ou moins irrégulière, mais une consommation excessive et lourde. Elle concerne les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants. Elle commence généralement dans le vestiaire après le match pour se poursuivre au clubhouse, puis dans le car quand tu es en train de rentrer, puis dans des bars et ensuite en boîte de nuit. Je pense que si on faisait la même étude en France, on serait pas déçu du résultat. Bon, alors on va parler de tous ces dangers, évidemment, mais passons maintenant à quelque chose de beaucoup plus relaxant et totalement légal. Si vous avez besoin de vous détendre après une journée bien remplie ou un match intense, laissez-moi vous présenter Golden. C'est la marque numéro 1 en France pour des produits naturels et de qualité.
Et avec une note de 4,8 sur 5 sur Trustpilot, autant vous dire qu'ils sont approuvés par les pros de la relaxation. Que vous aimiez les infusions, les petites douceurs ou même les gélules pour le sommeil, Golden a pensé à tout. Oh ma gueule, tu veux un petit seau d'eau là? Perso, l'huile sommeil, c'est mon coup de cœur. Idéal pour ceux qui veulent vraiment dormir comme un bébé sans avoir à compter les moutons toute la nuit. C'est légal, ça sent bon et c'est le partenaire de cette vidéo. Et pour les sportifs, sachez que les produits, et notamment l'huile qu'il faut mettre sous la langue, ça aide à réduire les inflammations musculaires. Donc ça veut dire que quand tu sors d'un gros footing ou d'une grosse séance de sport, ça te permet d'optimiser la récupération. Et j'ai un cadeau pour vous, avec le code promo RUGBY, vous bénéficiez de 30% de réduction. Donc si vous voulez vous détendre naturellement et récupérer sans prise de tête, c'est par ici que ça se passe. Livraison rapide, discrète et en moins de 48 heures. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Le rugby est une grande famille avec beaucoup de principes et de valeurs. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quand on regarde son équipe de jeunes, avec son fils de 7 ans à l'intérieur, qui découvre une activité, un sport, des amis, comment on passe de ça à ça? Alors je vais tenter de suivre le parcours qui amène à cet apprentissage progressif, cette connaissance de la troisième mi-temps. Quand tu as 7 ans et que tu arrives au rugby, on te fait rapidement comprendre que c'est un sport collectif. Ce qui compte, c'est les copains. Tu découvres l'activité de cette manière et c'est ça qui te fait adhérer. Lors des premiers entraînements, le moment que tu préfères souvent, c'est le petit verre de sirop et le bout de 4 quarts quand tu as terminé. Et en hiver, quand il fait froid, c'est le petit chocolat chaud. C'est le moment qui clôture l'entraînement ou le match. Puis, en grandissant, tu as ton repas d'après-match que tu partages avec tes adversaires, ton sandwich, ton bout de pain avec ton fromage. Tout club de rugby qui se respecte met un point d'honneur à faire passer ses adversaires dans son clubhouse. Et ceux qui partent sans prendre la troisième mi-temps ou le repas d'après-match, ils sont très mal vus. Imagine un club qui vient chez toi, qui gagne et qui passe pas par le clubhouse pour manger mais qui se barre direct. Ah là 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 là. Alors s'ils perdent, à la limite t'as gagné et tu peux les taxer de mauvais joueurs. Mais s'ils ont gagné, oulala là là, ils sont pas état d'esprit rugby eux. Ils ont une sale mentalité. Puis quand on grandit, mais pas trop vieux quand même, on commence à apprendre des chansons paillardes, voire misogynes lorsqu'on monte dans le car. Mais ça va, c'est normal, c'est des petits qui chantent, c'est le rugby quoi. Mais attends, si ta fille de 5 ans apprenait la rirette ou la boiteuse à l'école, je suis pas sûr que tu serais content. En réalité, on commence à apprendre des choses qui ne seraient pas acceptables ailleurs dans la société, mais qui sont tolérées dans le rugby. C'est le début de la troisième mi-temps. Cette culture rugby, avec ses codes si particuliers, mais que tout le monde respecte. Qui voudrait y déroger? De mon temps, et je ne suis pas si vieux que ça, du haut de mes 37 ans, il y avait une pratique qui consistait tout simplement dans le car à faire des rangées de cul où tout le monde baissait son froc et posait son cul contre la vitre. Ça, c'était sur l'autoroute et personne ne disait rien. Et ça m'a jamais choqué parce que j'ai été biberonné à cette ambiance. Mais c'est vrai qu'en prenant un petit peu de recul, tu te dis, ok pour la troisième mi-temps, mais si tu tolères que des mineurs de 14-15 ans acceptent de montrer leurs fesses et leurs parties génitales à travers le bus à des inconnus, donc potentiellement des petits-enfants, des pervers, etc., tu tolères au rugby quelque chose que tu ne tolérerais pas dans la société. Tu tolérerais jamais ça dans la société qu'en te baladant avec ton fils et ses deux potes pour leur anniversaire, qui baissent leur froc et qui commencent à faire l'hélicoptère avec leurs sgags. Et si tu tolères ça avec une équipe de rugby de 14-15 ans, qu'est-ce que tu vas tolérer encore? Elle est où la frontière? J'ai quand même l'impression qu'on voit beaucoup moins ça, ou en tout cas de manière plus isolée. J'imagine qu'avec l'arrivée des téléphones, des photos, d'internet, il serait mal vu pour l'image d'un club de représenter le rugby de cette manière-là. On ne vit pas rugby uniquement sur le terrain, on est rugby. C'est un partage de solidarité et de valeurs. Il est différent de d'autres sports, car là c'est une vraie famille. On a souvent du mal à dissocier les valeurs sur le terrain et la façon de vivre à l'extérieur. Les joueurs partagent tout, de l'expérience du premier encart, du premier bisou à la découverte de la sexualité, à leur mariage ou la naissance d'enfants. La troisième mi-temps est une institution, c'est l'esprit du rugby. On s'affronte durement sur le terrain, puis on reforme la famille après lors des festivités. On trinque avec l'adversaire avec qui on a échangé des amabilités durant le match. On est tous égaux. Dans un club de rugby, on ignore les classes sociales. On fait abstraction des différences. Tout le monde a sa place. Le petit gros, le grand maigre, le lent, le rapide, c'est la force de ce sport. Alors comment fait-on pour appartenir à cette troisième mi-temps? Comme on l'a vu, ça commence dès le plus jeune âge avec les repas d'après-match, les chansons paillardes, puis arrive l'alcool. Tu t'y habitues très rapidement en réalité à l'alcool au rugby et le processus est normal, instinctif. Tu remarques souvent que après les entraînements, les matchs, tes entraîneurs, dirigeants, ils partagent des bières et un repas avec le staff adverse. Si tu y prêtes un petit peu plus attention, quand tu découvres l'alcool, tu t'aperçois vraiment qu'il est omniprésent. Pas sur le terrain, mais en dehors. Avec son rôle désinhibiteur, quand tu bois,
Tu oublies ta timidité, tes problèmes. Cela amène à de la cohésion et de la convivialité. C'est la fête, quoi. Quand tu es jeune, tu écoutes les exploits que certains ont vus, vécus ou entendus en troisième mi-temps. Et puis tu commences à les voir après les matchs seniors. Les anciens qui paient des pichets aux plus jeunes, qui refont le match. Mais tu ne les vis pas ces soirées. Tu es mineur, tu assistes au début et on fait attention aux plus jeunes au rugby. Mais tu as cette envie croissante d'y participer. La troisième mi-temps est socialement organisée et très hiérarchisée dans le rugby. On pourrait même corréler la quantité d'alcool consommé et le poste. Les premières lignes sont souvent en pilier de comptoir, les secondes lignes dans les canapés pour être à la hauteur de tout le monde. Alors pour le comprendre, il faut s'intéresser un peu au rugby non professionnel. Et ce que je vais dire est une généralité au sens large du terme. Pendant longtemps, les avants étaient recrutés dans les milieux paysans et ouvriers. Des métiers plus durs physiquement pour un jeu plus rugueux. Quand tu avais un maçon qui portait des parpaings toute la journée, autant te dire qu'il était outillé pour charbonner sur le terrain. Les arrières venaient plus des milieux intellectuels. C'est évidemment moins vrai maintenant, mais je me suis fait mon petit kiff en le disant. Le joueur de rugby s'impose dans l'imaginaire collectif comme un homme courageux, brave, dur au mal, qui aime le goût du risque, la compétition. Presque parfait, mais homophobe et misogyne. Homophobe, vous allez me dire? Sûrement beaucoup moins qu'avant, puisque la prise de conscience s'est faite progressivement, et notamment avec des joueurs qui ont fait leur coming out. Peut-être involontairement, maladroitement, mais homophobe quand même. On n'a pas le droit d'être faible au rugby. Alors tu utilises des expressions comme on n'est pas des PD, on va les enculer, c'est les tarlots en face. Je ne sais pas si c'est avec l'âge ou si c'est une évolution, mais j'ai quand même l'impression d'entendre beaucoup moins ce genre de propos au rugby. Et tant mieux. Certains joueurs comme le 15 international gallois Gareth Thomas ont fait leur coming out et en fait ça a fait évoluer les mentalités. Un court métrage français de 20 minutes, Jean est tombé amoureux, est sorti sur le sujet. Et il y a un film aussi sorti en février 2024, Dans la mêlée, un film anglais. Bon, côté homophobie ça s'arrange car tout le monde commence à s'ouvrir. Mais côté misogynie, on ne peut pas vraiment se défendre. Les femmes présentes lors des troisièmes mi-temps sont généralement les mères des joueuses, celles qui aident à préparer le goûter. Les autres seraient des... on sait pourquoi elles sont là. Et pourtant, quand tu croises des féminines en troisième mi-temps, elles savent s'amuser également. Tout le monde le dit, la troisième mi-temps est réservée aux joueurs qui sont sur le terrain. C'est le moment où on échappe à son quotidien, à sa vie de famille. C'est le culte du secret, ce qui se passe en troisième mi-temps reste en troisième mi-temps. La menace est surtout incarnée par la compagne du joueur, perçue comme une intruse dans les troisièmes mi-temps. Ce sont des moments qui ne lui appartiennent pas, puisqu'elle n'a rien partagé. Et oui, la femme du joueur a le rôle d'entrepreneur moral, celle qui va mettre des barrières, qui va dire ce qui est tolérable, pas tolérable, ce qu'il faut faire, pas faire, quand est-ce qu'il faut boire, arrêter de boire. Une femme empêche le joueur de se lâcher autant que les autres. Un président de club a relaté l'anecdote suivante. Le trésorier, dont le fils était joueur au club, devait faire face aux pressions de son épouse qui ne se portait plus de les voir boire à longueur de temps. Elle en était venue à marquer discrètement les bouteilles afin d'en contrôler le niveau. S'en étant rendu compte, le père et son fils buvaient en cachette avant d'égaliser le niveau des bouteilles. Par ailleurs, le père profitait que le président du club passe régulièrement signer des documents administratifs pour lui offrir l'apéritif conformément aux traditions du rugby. La femme, consciente du stratagème, rappela le président à l'ordre. Injustement accusé, ce dernier attendit d'être seul face aux deux autres pour les inviter à assumer leur consommation. Il y a une solidarité entre les membres d'une équipe de rugby quand il s'agit des bières et de la consommation d'alcool en troisième mi-temps. C'est un moment de liberté. On fait ce qu'on veut et personne ne doit vous juger. Tu la connais cette fameuse phrase « Oh, tu vas bien prendre le verre de l'amitié avant de partir ». Combien de fois je l'ai dite? Et puis après le verre de l'amitié, il y a le dernier avant de partir, puis il y a les démarrantes, l'extra démarrante, un dernier et on y va. Et en fait, on s'arrête jamais de boire. C'est vrai, c'est une réalité. Se dirige-t-on vers une fin de la troisième mi-temps comme elle a pu exister, avec ces fameux débordements qui sont bien trop souvent dus à une consommation excessive d'alcool. En 1995, le rugby devient professionnel. Il y a plus d'entraînement, les joueurs ont besoin d'une meilleure hygiène de vie. Et quand tu prends des caramels 3 fois dans la semaine et que tu vas te pointer aux entraînements en étant dans le mal et en sentant le whisky, eh bien évidemment que tu seras moins performant. Mais c'est ton gagne-pain, c'est ton boulot d'être performant sur le terrain. Puis t'as les médias maintenant qui sont présents dans les vestiaires. Et sur le repas d'après-match, on appelle plus ça d'ailleurs une troisième mi-temps ou un repas d'après-match, on appelle ça une réception. T'es dans des salons VIP avec des partenaires. Et en fait, les partenaires, c'est tout simplement ceux qui te paient quand t'es professionnel. Si tu te comportes mal, c'est l'image du club qui en pâtit, que tu sois professionnel ou amateur. En 2009, la France joue à Rome, en Italie. Elle gagne 59-9 et tout se passe bien jusqu'au repas d'après-match. Selon l'ANSA, Sébastien Chamal était complètement mort-sous. Commence à mater la petite copine de Castro Giovanni, le pilier italien. Alors quand je dis mater, il faut imaginer Chamal qui est complètement oxy par l'alcool. Il n'est pas au Canal Rugby Club mais en costume cravate à bien s'exprimer, mais torché, qui voit une jolie fille et qui la mate comme un gros pervers. T'es le copain de la fille, tu vas voir la personne pour lui demander d'arrêter. Et ben Chabal il lui en a collé une tout simplement.
Les Français présentent leurs excuses, mais tu vois l'image que tu peux donner. Et il y a des joueurs qui ont ruiné leur carrière avec des troisièmes mi-temps qui ont dérapé. Les troisièmes mi-temps sont une institution qu'il n'est pas possible de retirer au rugby, mais on évolue. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a 8 ou 9 ans, j'étais au Stade Français et j'étais allé voir un match avec des jeunes qui faisaient leur premier match, c'était en challenge européen. Mais quand je vous dis des jeunes, il y avait 18 ou 19 ans. Et sur l'après-match, je m'étais retrouvé par hasard dans la même soirée qu'eux. Eux, ils sortaient tout simplement de la réception d'après-match, ils venaient d'arriver, ils ont pris quelques bières dans la soirée, mais ils se sont pas mis les 4 fers en l'air. Et dans ma tête, je me disais, mais waouh, moi si je faisais mon premier match en pro, j'aurais envie de relâcher la pression. Mais non, les mecs, ils sont conditionnés, ils savent qu'ils ont des entraînements le surlendemain, qu'il faut pas être trop fatigué, qu'ils ont envie d'enchaîner en pro. En fait, ça, c'est leur métier. Et pourtant, il y en avait un, quand il était plus jeune, il s'était fait croiser en sautant d'un toit dans une piscine un 31 décembre, il me semble. Donc c'est des mecs qui aimaient bien la fête et la chouille. Et j'aurais pensé qu'ils seraient déboîtés, mais pas du tout. Alors évidemment qu'à certains moments, les mecs, ils décompressent, mais ils le font maintenant quand le rideau est tiré. T'as pas envie de te retrouver sur Instagram, etc. Alors de temps en temps, il y a des petits trucs qui filtrent, des joueurs qui sont sortis du Stade Français à Pau avec un coup de poing qui est parti. Il y a quelques petites histoires qui fuitent, mais t'essayes d'être vachement discret. J'ai pris pas mal de temps à écrire cette vidéo et je me suis appuyé sur différentes études que j'ai pu trouver, que j'ai trouvé extrêmement intéressantes. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux me lâcher un petit pourboire, ça fait toujours zizir. N'hésite pas à partager autour de toi s'il y a des sujets qui t'intéressent ou que tu veux m'aider à écrire, et ben c'est avec plaisir. On se revoit bientôt. Topette l'ami.